Ça fait plaisir de commencer dans un tel environnement, dans un tel contexte. On va passer au rapport d'activité et au rapport du DTN, qui cette année, nous avons décidé de les fusionner pour optimiser le temps et le contenu. Donc on va faire un ping-pong avec Magali, directrice générale. Et cette année 2025, en fait, elle a consisté tout simplement, avec beaucoup de complexité, à organiser les conditions de la réussite du projet fédéral pour l'ensemble de l'Olympiade. Donc on a passé beaucoup de temps à organiser les choses, vous allez pouvoir le constater. Et nos collègues, directeurs de pôle et vice-présidents, vous présenteront les résultats de leur activité à eux respectivement. Donc vous aurez l'impression d'avoir un paysage assez complet de l'activité fédérale. On va commencer évidemment par le projet, c'est une évidence, puisque c'est ça qui a guidé notre travail. Bonjour à tous. Le projet fédéral, donc c'est assez difficile de résumer en une seule slide tout l'ensemble des actions que l'on doit conduire, mais donc la suite des propos tenus par les collaborateurs va vous aider à mieux comprendre concrètement. Mais donc nous avons 5 piliers sur lesquels nous appuyons, avec 2 jambes, gagner des titres internationaux, et puis développer la pratique pour tous et toutes. Et puis, 2 axes stratégiques qui viennent nourrir la réussite de ces deux objectifs majeurs, que sont valoriser l'image de la fédération à travers en particulier donc une nouvelle marque, et puis ce dont Gilles a évoqué, une stratégie événementielle également extrêmement ambitieuse pour augmenter le nombre d'assets, comme on dit dans le milieu, le nombre de facteurs que l'on peut promouvoir et vendre. Et puis bien sûr moderniser la fédération, il faut qu'elle grandisse. On va vous donner quelques chiffres clés qui vont vous démontrer la dynamique dans laquelle nous sommes, et puis avec des enjeux bien évidemment, ça a été brièvement évoqué aussi, mais autour de la data. On ne passe pas à travers de ça bien évidemment, et puis de faire grandir notre système d'information qui est aussi votre quotidien et sur lequel on doit vous apporter des moyens de travailler et de fonctionner plus efficaces. Et tout ça, donc, au bénéfice d'une relation renforcée vers les territoires et avec un certain nombre de leviers que l'on doit actionner pour faire grandir l'ensemble de la communauté du tennis de table au sein de nos clubs, mais aussi au-delà, puisque tout le monde dans sa vie joue au ping-pong. Donc, d'un plan stratégique, nous avons donc une feuille de route qui est déclinée par pôle et sur lequel donc, nous avons un certain nombre d'objectifs que nous nous fixons. Donc je ne vais pas m'attarder sur les moyens puisqu'un certain nombre d'entre eux vont être évoqués dans les propos des collègues en suivant. Mais juste voilà, vous indiquer la dynamique dans laquelle on est, de définir un certain nombre d'objectifs par rapport aux 5 axes que vous retrouvez sur la partie gauche de la slide. Et par exemple, 270 000 licenciés, c'est ce qui était dans le projet fédéral du président. Mais on peut, bien sûr, comme tout projet, amener à faire évoluer cet objectif. Mais en tout cas, c'est important de se fixer des jalons au fur et à mesure du mandat. Et c'est un des travaux que l'on conduit collectivement avec l'ensemble des collègues et puis les vice-présidents également. Et puis en termes de chiffres clés, l'objectif qui est fixé pour continuer à structurer la fédération, d'avoir 40 salariés pour conduire l'ensemble des projets ambitieux qui nous sont proposés ou soumis. Donc le projet fédéral, une feuille de route, et puis donc la fédération à mission qui finalement est un outil aussi et nous aide à accélérer la structuration du fonctionnement de la fédération, puisque un des enjeux forts de cette fédération à mission, c'est de se donner des indicateurs, d'où l'intérêt de se doter d'un comité de suivi, et puis également de désigner un organisme tiers indépendant qui va nous évaluer. Donc ça, c'est une dynamique dans laquelle nous étions à travers le pilotage du projet fédéral, mais donc qui est accéléré à travers cette fédération à mission, dont j'espère que en sortant de la salle, si je devais vous interroger comme moi-même, sans regarder, vous seriez capable de citer
la raison d'être, j'en suis incapable, bien évidemment, puisque je fais partie de ces gens qui lisent trop et donc qui n'apprennent plus par cœur. Donc je suis obligée de le lire, mais en tout cas, faire rayonner un film pour toutes et tous, créateurs d'émotions, pour la performance sportive et citoyenne. Pour autant, donc, cette mission, nous l'avons travaillée avec vous et nous l'avons voulu courte, justement pour qu'elle puisse être retenue, mémorisée, et puis avec 4 engagements sociétaux qui reprennent là aussi l'ensemble de nos actions qui se veulent synthétiques en termes de verbalisation, mais qui derrière donc, vont faire ressortir des plans d'action et qui là aussi se chevauchent donc avec l'ensemble de nos plans d'action du projet fédéral. Et c'est bien ça l'intérêt de cette fédération à mission, au-delà de l'effet accélérateur, c'est de montrer ce qui est déjà fait et ce qu'on va continuer de construire ensemble, et en particulier avec nos partenaires tels que le Crédit Mutuel. Et donc, à titre d'exemple, la dernière slide à ce stade, pour ma part, c'est donc sur l'engagement sociétal de déployer l'ensemble de l'offre et d'élargir l'offre sportive. Donc, vous commencez à être un petit peu habitué à cette approche qui est faite de vous présenter sous forme de 4 univers l'ensemble de l'offre sportive qu'on a structuré par rapport à là aussi ce qui se faisait déjà et ce qui est en train d'être dont la construction se poursuit pour qu'au niveau des clubs, vous soyez en capacité de proposer une offre selon vos capacités, vos moyens, vos envies, et de telle manière à ce qu'on couvre vraiment l'ensemble des champs, aussi bien compétitifs que loisirs ou inclusifs, et en fonction donc, des attentes de vos territoires. Pour moi, c'est bon. Pour moi, c'est bon. On a parlé du projet, on a des indicateurs, on a une feuille de route, on a un cadre qui est bien calé, on a une offre qui est claire. Maintenant, on a aussi une organisation dédiée pour mettre en œuvre ce projet. Vous connaissez ce schéma, ce schéma qui a évolué donc, depuis l'Olympiade 2021-2024. Quelques changements majeurs qui disent aussi ce qu'est le projet. Le premier, c'est le pôle haut niveau. Le pôle haut niveau, donc on a un nouveau directeur de la haute performance, qui est Jean-René Mounier, qui est arrivé le 1er janvier. Mais il y a aussi le président qui en assure la vice-présidence. C'est un acte fort. Ça dit aussi l'importance que revêt ce domaine pour notre fédération. On a besoin d'avoir la capacité à décider vite sur des dossiers à enjeux très forts, parce que le haut niveau, c'est aussi des contrats, c'est aussi des négociations et des relations internationales. Donc voilà, ça c'est un premier changement. Un deuxième changement sur le côté gauche toujours, c'est le pôle compétition et le pôle médical qui se rapprochent du haut niveau. Ça dit aussi ce qu'est le projet, c'est-à-dire qu'il faut que ces deux pôles qui sont en relation permanente dont les décisions impactent les équipes de France, indirectement et parfois directement, soient bien coordonnés de la même manière pour pousser tous dans le même sens. Ça ne veut pas dire que ces deux pôles ne font que du haut niveau, bien au contraire, ils travaillent aussi au développement de compétitions pour tous et au développement de prescriptions médicales ou de conseils médicaux pour tous. Côté droit, côté Magali. La principale, il y a deux évolutions au niveau pour marquer vraiment la dimension éthique qui doit être transversale à l'ensemble de nos projets. Donc la présence de Karine Bloch en tant que vice-présidente et qui est matérialisée au sein du pôle institutionnel et qui donc dans la feuille de route s'intègre dans le pôle institutionnel, mais une fois de plus qui doit vraiment être transversale puisque la dimension éthique doit nous interpeller dans tous les projets que nous conduisons. Et puis la mise en avant aussi du pôle financier à part, alors qu'avant il était inclus dans le pôle institutionnel, au-delà des questions d'organisation où le dos commençait à vraiment se courber pour Thomas. C'est aussi la marque, Gilles a donné les chiffres, l'évolution de notre budget, de notre capacité à optimiser ces éléments financiers. Et puis aussi de valoriser le travail de la CAGID, mais aussi de la commission d'appel d'offres à côté de la commission financière au sein de ce pôle.
évidemment, on a une organisation, mais il faut aussi qu'on ait les moyens de réussir ce projet. Donc ça passe par plusieurs points, notamment les ressources humaines. Donc on a 31 conseillers techniques sportifs qui sont mis à disposition et payés par le ministère des Sports. On n'a pas l'intention d'en avoir moins. Donc on se bat, ouais, en tout cas on travaille tous les jours avec le ministère des Sports pour conserver ces moyens. Pour l'instant on est sur une bonne voie. Mais ça ne suffit plus. Le budget est passé de 5,8 millions à 11 millions, donc autant de projets en plus, ça ne suffit plus, donc il nous faut plus de salariés aussi. Bien, donc, sur l'année 2025, 3 postes ont été créés. Donc, je remercie d'ailleurs le Conseil fédéral d'avoir donné son accord pour ces postes, puisqu'on a vraiment besoin de ressources humaines. Et quand on regarde un petit peu dans le rétroviseur en 2021, il y avait 21 salariés, donc 30 aujourd'hui, dont 5 qui font l'objet de financement par l'Agence nationale du sport. Et puis pour un certain nombre d'entre eux, quand même, je suis assez fière de le dire, parce que je considère ça partie de mon travail, c'est que la plupart de ces postes émergent du fait d'avoir d'abord recruté des alternants pour s'assurer qu'on avait vraiment ce besoin. Et puis pour certains d'entre eux, ça a permis justement de créer un emploi à l'issue de leur alternance. Donc la fédération à mission, c'est aussi cette dimension-là. Et donc il faut des moyens financiers pour que ces personnes puissent travailler, ces collègues puissent travailler. Et donc vous voyez qu'on a réussi à capter 2,6 millions d'euros de subventions publiques en 2025, au travers de 10 appels à projets ou 10 dossiers de subventions différents, qu'il faut évidemment justifier, pour lesquels il faut mettre en œuvre l'activité et le dispositif considéré. En fait, ça fait 25% du budget de la fédération. Et en 2020, pour donner une perspective, c'était 1,2 million, mais ça faisait aussi 25% du budget de la fédération. Donc en fait, la fédération, ça a été évoqué tout à l'heure, ne s'enrichit pas, mais fait beaucoup plus d'actions au service du tennis de table. Tout ça, bien sûr, ça ne vaut que si on a des résultats. C'est-à-dire qu'on a un projet, on a des indicateurs, on a une feuille de route, on a un cadre de travail, on a du personnel qui est organisé, on a des ressources, mais c'est pour produire des résultats. Donc cette diapo, vous la connaissez, en tout cas ces résultats, vous les connaissez. C'est une vraie fierté, c'est le record, le président l'a dit, donc je n'ai pas besoin de m'attarder. On a quand même la licence loisir qui a une montée spectaculaire qu'on peut préciser. On peut préciser aussi au travers de l'histogramme où on voit que peut-être bientôt les courbes vont s'inverser. C'était annoncé, on a fait un moment qu'on en parle de cette licence loisir qui va... c'est une tendance très forte au niveau sociologique, on y est. Si on prend que les licences annuelles, la grosse fierté c'est les plus 21,7%. Mais une autre grosse fierté, c'est qu'aujourd'hui on est plus ou moins à 2% de plus. C'est-à-dire qu'on avait une très grosse crainte post-JO que ça s'essouffle, que ça retombe. Et ce n'est pas le cas, grâce à vous, grâce à ce que vous avez su faire pour garder les licenciés de 24-25. On a aussi la courbe des clubs qui s'inverse, enfin, espérons que ça dure, ça on ne sait pas encore. Et puis on a enfin le deuxième critère, je le dis chaque année, on est évalué sur 2 points à la fin au bout du bout, les licences et les médailles. Voilà. Donc ce tableau, vous le connaissez, il a été complété de l'Olympiade 2025-2028 qui commence par, sur les chapeaux de roue, on va dire, avec d'ores et déjà 4 médailles, on en reparlera sur le pôle haut niveau tout à l'heure. On n'est qu'en début d'Olympiade. Je crois qu'il est temps de passer la parole et de laisser le sauna libre pour le premier pôle qui va intervenir, c'est-à-dire le pôle institutionnel avec Thomas. Et donc, est-ce que cette zapette va enfin fonctionner? Non. Donc, merci Clémence. Voilà. Donc le pôle institutionnel, dont vous voyez la constitution ici, on ne va pas faire plus de temps. Vous aurez les supports évidemment après la réunion. Donc quelques chiffres clés sur le pôle institutionnel. Donc vous l'avez vu, on a eu des assemblées générales, dont une avec des modifications statutaires. On a tenu 6 conseils fédéraux, 9 bureaux exécutifs. On a 24 entités donc aujourd'hui qui sont des commissions, des instances ou des groupes de travail. Dans ces 24 entités, il y en a 9 qui sont quand même gérées par le pôle institutionnel. Donc c'est un pôle quand même qui a toute son importance.
On a mis en place donc une nouvelle gouvernance, hein, donc ça c'est depuis le début de l'Olympiade, notamment avec la parité. Ce qu'on peut regretter ici, c'est que les élections des représentants, des sportifs de haut niveau n'est pas abouti. Voilà, on a toujours les sportifs de haut niveau qui ne sont pas représentés au Conseil fédéral, c'est dommage. Et puis on a eu une évolution dans nos statuts, on en a déjà largement parlé avec la fédération à Amiens. Donc, je teste le micro, c'est ma principale fonction. Sur le plan de l'éthique, d'abord je voulais souligner le geste fort du président d'avoir créé cette vice-présidence. Il y a peu de fédérations qui en ont. Ça ne voulait pas dire évidemment qu'on partait de zéro, bien au contraire, mais l'idée c'était de donner encore plus d'envergure à cette mission. Et au départ, ce qu'on a voulu au niveau de la fédération, c'est que ça soit finalement systémique, donc être le plus transversal possible. Donc on a travaillé avec un groupe de travail transversal, avec des personnes de tous les pôles, des élus, des cadres techniques et des salariés. Et puis maintenant, on a la chance d'avoir des salariés dans chacun des pôles, dont une partie de la mission est de travailler sur l'éthique, mais on a en plus renforcé les ressources humaines dans ce domaine. Donc merci pour les dernières forces que nous avons pu avoir, et en cadre technique, et en salarié, et avec une alternante. L'idée, évidemment, c'était de renforcer sur le plan fédéral, mais aussi, surtout, sur le plan des territoires. Et on a souhaité dynamiser le groupe des référents régionaux. Il y a eu des renouvellements avec le mandat. Mais aujourd'hui, nous avons des réunions régulières, une implication des référents régionaux dans tous nos grands projets et une formation qui arrive dès le mois de janvier. Évidemment, protéger les organisations, les compétitions et l'ensemble des pongistes, ça passe aussi par la réglementation, et on a eu un gros travail avec les juristes, Manon et Elodie. Alors, vous comprenez bien que du coup, avec tout, ça représente beaucoup de monde qui travaille sur l'éthique, donc je ne pourrais pas tous les remercier individuellement, mais croyez-moi qu'ils sont nombreux à travailler sur le sujet. Le groupe de travail a voulu évidemment qu'on renforce pas que l'aide aux victimes, mais surtout la prévention, la sensibilisation et l'acculturation. Et avec un moment fort, il a choisi de faire la semaine de l'éthique au mois d'octobre, avec les 5 thématiques qu'il avait jugées prioritaires. Vous étiez à peu près 300 à vous être connectés. Ce que nous avons voulu, je vous ai parlé de la Fédération des territoires, mais nous avons voulu aussi que tous les clubs puissent être concernés, tous les pratiquants, les parents, et évidemment tous les arbitres, cadres techniques et dirigeants. C'était 5 thématiques. On n'a pas voulu attendre 2026 pour la 6e, et dès cette année, on a travaillé sur la question des conflits d'intérêts, sur les déclarations d'intérêts notamment, avec le comité d'éthique, et c'est une thématique qui sera encore renforcée sur 2026 avec la santé mentale. Et puis alors, un focus sur l'honorabilité, qui est beaucoup fait par Thomas et Marie Auquel. Donc, ce qui est important, c'est de voir les chiffres qui montent sur le contrôle d'honorabilité, comme sur l'IND. C'est contre-intuitif, mais pour moi, quand les chiffres montent, notamment sur les dossiers, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Bien sûr, on l'a vu avec le comité d'éthique, il y a des dossiers graves, mais quand les chiffres montent, ça veut dire qu'il n'y a plus de tabou dans ces domaines. Donc, évidemment, on n'arrête pas de parler de nouvelles thématiques et autres. On peut s'attendre encore à des chiffres qui montent, mais ce qui est important, c'est que quand on connaît les affaires, elles sont toutes traitées. Et je crois que c'est ça qu'il faut retenir. Et après, ils pourront baisser peut-être. Donc, merci à tous les élus qui travaillent avec nous, les salariés, les cadres techniques. Merci Karine, bonjour à tous. Il me reste moins de 2 minutes pour vous parler de l'information et de l'innovation numérique à la Fédération pour 2025. Je vais commencer mon focus par GIRP, lancé en avril 2025. Plus pratique de se baser sur des saisons sportives, donc je vais me concentrer sur la J1 et la J5 pour cet exposé. Pour votre information, il y a déjà 34 625 feuilles de match qui sont remontées via GIRP, V1 ou V2 à date. Vous avez sur la droite les statistiques de GIRP V2, ça représente 45,3% des feuilles de match qui sont déjà remontées par cet outil. Et pour la première fois de la jeune histoire de cet outil, à savoir la J5, il y a eu 3 956 feuilles de match remontées par GIRP V2, soit plus que GIRP V1 qui doit être à 3 625. Donc c'est tout récent, c'était la semaine dernière. Concernant Speed 2, sur l'outil en lui-même,
3 informations importantes. Depuis le 1er octobre 2025, la fédération a repris la main sur le contrat de maintenance de l'outil. La fédération a aussi mis en place un projet pour monter le socle technique, les versions des applicatifs qui composent cet outil. C'était l'un des principaux projets pour le pôle sur l'année 2025 et c'est quelque chose qui est quasiment transparent pour tous les utilisateurs. Et enfin, Jean-Michel en a parlé tout à l'heure, on a mis en place la double authentification suite aux problèmes de données. Jean-Michel ne l'a pas dit, moi je vais me permettre de le dire. Je rappelle bien que ce n'est pas le code de Speed qui est remis en cause par l'incident que nous avons connu en juillet 2025, mais c'est bien un problème de mot de passe corrompu. Hop, excusez-moi, j'étais trop loin. Merci Adrien. Je vais y arriver, excusez-moi. 2 autres informations sur l'outil. Donc, régulièrement, il y a des nouveaux modules qui sont soit mis à jour, soit ajoutés. En 2025, sur le début de l'année, on a beaucoup travaillé sur le module emploi-formation. Et actuellement, sur la deuxième partie de l'année, le service se concentre sur la mise en place du module qui sera nécessaire pour la gestion de la race, donc du circuit fédéral, de la gestion des tournois. Une autre information que je voulais vous communiquer, donc il y a une plateforme d'échange des bonnes pratiques sur le site internet de la fédération. 18 sujets en 2024, 442 en 2025, donc je pense que les chiffres partent d'eux-mêmes. N'hésitez pas à vous rendre sur cette page pour vous informer si vous avez une problématique, beaucoup de réponses y figurent, et n'hésitez pas à la partager pour que tout le monde la connaisse. Un petit point sur notre application mobile également, 3 modifications importantes en 2025. Il y a eu l'ajout de nouvelles fonctionnalités, vous avez eu une refonte graphique, et vous avez eu aussi une augmentation des tarifs. Les résultats sont très bons, même malgré le 3e point que je viens d'évoquer, puisque le 1er novembre 2025 correspond au nouveau record d'abonnés premium pour la fédération, donc les abonnements paiement. Vous avez la courbe qui augmente régulièrement depuis janvier 2022. Voilà, c'est des très très bons résultats pour la fédération. Et enfin, je voulais finir ma présentation en faisant un petit focus sur l'outil de prise de licence en ligne. La V2 a été lancée au 1er juillet 2025. Vous pouvez maintenant renouveler des licences en ligne. Auparavant, c'était uniquement les créations de licences. Elle prend en compte aussi la réglementation médicale et vous donne la possibilité d'effectuer vos pré-demandes de transfert ou de mutation en ligne. Vous avez aujourd'hui, alors qu'on n'avait que quelques dizaines ou centaines de licences qui ont été prises la saison dernière, vous avez près de 10 000 licences à date, puisque les chiffres ont été réaugmentés, près de 10 000 licences qui ont été prises via cet outil, soit près de 5% des licences de la fédération. On a aussi mis en place en 2025 un outil qui permet de laisser des commentaires. Entre juillet et octobre, on en a eu plus de 1300, 75% positifs, et la plupart des retours positifs mettent en avant le gain de temps pour les utilisateurs et pour les dirigeants de club. Comme pour l'outil de bonne pratique, je vous invite vraiment à l'utiliser et à partager ces informations. Merci de votre attention. Alors, on va passer au pôle finance. Je dirais enfin une équipe stabilisée, pour un certain nombre d'années, on espère en tout cas. Donc, au-delà de Magali, on a recruté Ayoub, qui est le responsable financier, dont certains ont eu affaire à lui récemment, qui nous a rejoint, qui a une grosse expérience de contrôle de gestion et de responsable financier, entre autres dans le secteur sportif, c'est un ancien footballeur. Et il va superviser l'ensemble des travaux comptables. Il y a Clémence, alors Clémence, elle apparaît sur plus hors pôle parce qu'en fait, on partage son temps, même si j'aimerais bien qu'elle passe un peu plus de temps à la compta. Et Clémence, elle s'occupe de tout ce qui est facturation des ventes. Ensuite, il y avait Emilien qui nous avait rejoint mais qui nous a quittés. Et du coup, il y a Afsa qui est arrivé récemment et qui aide Ayoub dans la partie comptable et qui, entre autres, valide toutes les notes de frais. Voilà. Donc je sais que certains ont eu affaire à elle récemment aussi. Voilà. Pardon ? Il y a 3 personnes, oui, tout à fait. Il y a Ayoub, Clémence et Afsa. 2 bénévoles, moi-même et Marie. Je rappelle que Marie, c'est elle qui valide toutes les notes de frais, toutes les factures. Je ne sais pas si je ne l'ai pas vu tout à l'heure, mais je ne l'ai pas vu dans la salle. Mais vous pouvez l'applaudir quand même, ça lui fera plaisir. C'est elle qu'on voit le moins, qui fait le plus gros travail, et le tout supervisé par Magali. Si vous regardez un petit peu notre activité, et ça a été vu et dit tout à l'heure, on est passé d'un budget de 5,2 millions en 2020 à 8,8 millions en 2024. Ça vous laisse une idée de la croissance. Et notre bilan, donc tout le patrimoine de la fédération, est passé de 6,2 millions à 7,9 millions. Donc là aussi, on voit bien la forte augmentation du patrimoine de la fédération dû aux résultats, etc., etc. Tout ça, ça se traduit forcément en comptabilité. Pour ce faire, comme vous avez pu le voir, on n'a pas doublé les effectifs, etc.
on a préféré informatiser la comptabilité avec tous les outils qui s'offrent à nous, dont l'IA, et Magali vous en parlera tout à l'heure. Juste pour vous faire une idée sur les volumes, en 2025, le premier schéma, c'est les écritures de banque. On est passé de 3000 écritures à 4000 écritures entre 2024 et 2025. 2024 était déjà une année élevée. Les factures fournisseurs, on reste à peu près stable. Les notes de frais, on est passé de 5000 à pratiquement 6000. Et les factures clients, on est toujours autour de 2800-2900. Ça vous donne une idée des volumes à traiter à chaque fois. Voilà, donc une augmentation en hausse, l'informatisation nous aide et une équipe comptable qu'on espère stabiliser. Donc effectivement, on a stabilisé, mais en même temps, on a modernisé. Et donc on s'est doté d'un outil pour le suivi de nos factures qui est intégré dans la suite Lucas que la majorité d'entre vous connaissent puisque c'est le même outil que celui pour les notes de frais. L'intérêt de cet outil, c'est que ça nous permet déjà de réduire le temps de traitement, d'avoir apporté de la fluidité dans tout notre système de validation et de contrôle et surtout, donc également, pas surtout, mais aussi de réduire les problématiques de doublons ou de factures non reçues. Sans rentrer trop dans la technique, il y a un lien avec notre logiciel de comptabilité qui a été lui aussi amélioré. Et puis un troisième niveau, c'est aussi au niveau de notre lien avec la banque, où il y a également une automatisation. Et puis on s'est doté d'une autre brique, toujours dans cette suite Lucas, avec deux aspects. Un premier, assistant paie, qui là aussi nous permet de gagner du temps et de fluidifier la transmission de données avec notre gestionnaire de paie. Et puis le Lucas Rémunération, dont on va commencer enfin l'utilisation, qui est un outil qui va nous permettre de mieux piloter la masse salariale de la fédération. Donc je tiens, moi, personnellement, à remercier l'arrivée des nouveaux salariés au sein du pôle finance, et j'en profite aussi, puisque c'est mon dernier temps de parole, pour remercier l'ensemble des membres du comité de coordination, parce que c'est vraiment un plaisir de travailler avec vous tous, et puis plus largement avec l'ensemble des équipes de la fédération. Donc juste pour vous donner le cap sur les 2-3 années qui viennent, il nous reste encore de gros chantiers. Il nous reste toute la partie facturation à automatiser, ou en tout cas à mettre en place des outils là-dessus. Il nous reste toute la partie paiement en ligne. Et là, avec le Crédit Mutuel, on va travailler sur les propositions qu'ils utilisent et comment on peut les mettre en œuvre au sein de la fédération, le paiement plusieurs fois, etc. etc. Voilà. Donc encore de gros chantiers, mais on est en bonne voie pour avoir une informatisation, une automatisation quasi complète d'ici la fin du mandat. Voilà. Bonjour à tous. Alors, avant de laisser la parole à Stéphane, un petit mot pour souligner l'ampleur du travail qui vous sera résumé en moins de 5 minutes. J'espère que vous pourrez souligner la performance, parce que ce projet, c'est le fruit d'un engagement collectif. 40 bénévoles, 7 permanents y ont contribué, avec passion. Pour structurer cette ambition, nous avons créé 2 pôles. Nous avons créé un pôle développement organisé en 2 commissions, la commission de développement des pratiques et la commission du ping citoyen. Ces 2 commissions animent ensemble 7 groupes de travail, chacun dédié à des actions concrètes pour faire avancer notre discipline. Je vous laisse maintenant découvrir les résultats de cette mobilisation exceptionnelle. On déclenche le chrono. Ça marche, c'est parfait. Je vais même essayer de faire que 4, d'être clair, concis, mais de remercier l'ensemble des collègues de toute l'équipe du pôle développement. Et donc on va commencer par Baptistin Reynaud pour l'animation du ping en extérieur, qui est notre fil rouge en 2025, avec la transformation de l'été ping en été ping en fête, et un guide d'animation numérique à votre disposition pour animer, et la réussite du premier tournoi national de ping en extérieur, Free Ping, qui a réuni une centaine de personnes, mais surtout 50% de non-licenciés et 30% de féminines. Ça doit donc appeler en 2026 un circuit de compétition en extérieur.
Je le tente. Toc. Baptistin encore, pour la saison de Ping VR, qui voit son développement croître encore un peu, au fur et à mesure, à la fois par le nombre de journées d'animation qui sont proposées par la fédération, mais aussi de plus en plus par les territoires, et puis sur la croissance par la participation au circuit de compétition, et par un format du championnat de France très réussi et trouvé lors du WTT à Montpellier. Je voudrais évidemment remercier Michael Mévélec pour toute la mission éducation dans le ping éducatif. Ce n'est pas qu'une école, une table, c'est aussi les interrelations, les conventions avec les fédés scolaires et 4 championnats de France à organiser. Mais évidemment, et notamment en 2025, c'est la 4e édition d'une école, une table, 250 tables distribuées cette année, des premières inaugurations dans les collèges et une mesure d'impact du dispositif. On a réalisé une carte, on a fléché tous les clubs qui étaient voisins des écoles qui étaient dotées et on constate systématiquement une augmentation plus forte des poussins benjamin ou poussins benjamin minimes dans les clubs qui sont proches des écoles dotées. On poussera évidemment encore plus loin en 2026. La santé. Et donc là, l'arrivée d'Audrey Caria comme stagiaire, et puis en CDD, puis aujourd'hui en alternance, ça a été un vrai plus pour continuer de développer le nombre de sections Parkinson et Alzheimer, plus 42, de renouveler la convention avec la FM Téléthon et de renouveler la convention avec Premier de Cordée. Avec l'appui de notre spécialiste, Lucie Coulon, 2 gros projets complémentaires à ces dossiers. L'étude scientifique qu'on mène actuellement avec France Alzheimer, 5 pattes, où on va prouver que le tennis de table a des bienfaits pour les malades d'Alzheimer. Puis il y a un autre programme Erasmus européen qu'on appelle SWAN, avec 5 autres pays et la fondation ITTF, aussi pour montrer tout l'intérêt du tennis de table contre les maladies neurodégénératives. On peut féliciter Julie Buat, accompagnée jusqu'au 30 septembre par Cyrine El Aoudi pour le suivi de la grande cause fédérale autour de la féminisation. C'est un appel à projet remporté auprès du CNOSF pour décliner la formation du Club des 300 femmes dirigeantes. C'est le lancement des Journées nationales Jeux 7 et féminisation qu'ont regroupé le week-end du 11 novembre 400 joueuses pour une centaine de clubs. Et c'est évidemment le projet, l'appel à projet soutenu par le Crédit Mutuel où 65 clubs auront été dotés de 750 à 3 000 euros, mais pour une enveloppe globale d'une centaine de milliers d'euros quand même. Donc, Julie, c'est aussi le ping inclusif et la mission inclusion avec le renouvellement de la convention avec le ministère de la Justice pour le ping en milieu carcéral, mais c'est aussi pour la 2e année consécutive une formation d'éducateurs pour pouvoir bien encadrer en milieu carcéral. Et puis c'est aussi 250 clubs sportifs engagés, donc plus 120%, et sans oublier son gros travail tout au long de l'année pour qu'on devienne la première fédération à mission. Jeanne Chanelière a rejoint le pôle développement au 1er septembre pour accentuer ce travail de performance sociale. Et notamment, elle aura des missions sur le para-tennis de table et une convention avec la FFH est en cours de finalisation. Mais Jeanne, c'est aussi le programme Ping Planet où on peut noter qu'en 2025, on aura renouvelé la signature de la charte des 15 engagements éco-responsables. Donc évidemment, je voudrais surtout féliciter l'ensemble de l'équipe pour cette excellente dynamique à laquelle, évidemment, je ne peux pas oublier d'associer le pôle accompagnement des clubs et des territoires. On a un pacte entre nous. Mallory, Eric, Stanislas, Pierre et Tanguy qui ont suivi les dossiers du Tour de France des régions avec le pôle développement, d'installation des tables en extérieur désormais et tous les sujets de fidélisation. Et puis je clôture en remerciant Christophe et Magali qui, toutes les semaines, essayent de me suivre pendant 1 heure pour pouvoir faire le point de l'ensemble de ces dossiers. Merci de votre attention. En guise de conclusion, vous avez vu que cette année a été marquée par une dynamique sans précédent. 2026 promet de faire rayonner notre ping encore plus loin au travers d'un nouveau ping tour, de l'année du ping santé, en passant par un plan ambitieux de déploiement de 1000 tables dans les écoles et des collaborations avec d'autres fédérations européennes. Chaque projet illustre notre engagement commun pour démocratiser et moderniser notre sport. Ces réalisations ne sont que le début et continuons ensemble à écrire cette belle histoire avec passion et détermination.
Et je souhaitais remercier tous les contributeurs et surtout vous dire merci à vous sur le terrain qui œuvrez au quotidien pour le développement de notre ping. Bonjour à tous, on est très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour parler du pôle accompagnement des clubs et des territoires. Tout est dans le titre en réalité. Coordonner, définir des actions au niveau fédéral qui pourraient et qui pourront impacter les clubs, tous les clubs et les territoires. Et que ces actions soient visibles et sensibles par les clubs. Donc c'est une belle mission. C'est très ambitieux au niveau fédéral de pouvoir être impactant sur le territoire, sur autant de clubs et dans des territoires tellement différents, que ce soit sur la métropole ou sur les Outre-mer. Donc on est aussi très fiers de l'équipe qui est ici, présentée avec je commence par présenter l'équipe avec deux élus issus de deux clubs, deux présidents de clubs, de nature différente, les clubs en plus, donc assez représentatif de ce qui peut se passer sur le territoire. Donc Cécile, donc de Seine-et-Marne, et moi-même des Hauts-de-France, on se charge de mettre toute notre énergie sur ce projet, de recueillir auprès des autres clubs, également par des commissions, par des réseaux de clubs, de s'inspirer d'eux, de prendre des actions, des bonnes actions sur le territoire et d'essayer de les partager au mieux. C'est là toute notre mission. Donc on est très content de ça. D'avoir une vice-présidente en charge des clubs, c'est aussi un geste fort. Et avec toute l'énergie qu'on connaît de Cécile, on n'a pas de doute là-dessus. Je présente également l'autre partie de l'équipe. L'autre partie, ça fait partie de l'équipe. Évidemment, tout le monde connaît Mallory et l'énergie et la présence sur le terrain au service des clubs depuis maintenant un bon moment. Éric Fournier, en charge des territoires également, de l'emploi ANS et des labels. C'est un sujet d'actualité, les labels. Stanislas qui nous a rejoint cette année. Dans les mois qui viennent. Et enfin Pierre qui a travaillé 6 mois avec nous cette année. Et puis deux nouvelles personnes, Tanguy et j'ai coupé. Voilà, je passe la parole. Merci, je retourne le compliment aussi, les remerciements pour votre engagement, Eric et Cécile, en tant qu'élus et bénévoles. Alors, les temps forts cette année du pôle accompagnement des clubs et des territoires, la reprise de la campagne PSF, on a piloté ça à la place et en conjointement avec le pôle développement. Une nouvelle convention FFTT territoire a été remise en place. Ça nous a permis de rencontrer tous les territoires métropolitains et outre-mer en à peu près 10 mois, plus de 92 000 km encore cette année. Ça nous permet aussi de mieux connaître les projets et de les soutenir de manière adaptée. On organise un tour de France des régions de la féminisation, Cécile en parlera en conclusion. Un séminaire dont vous avez reçu toutes et tous le bilan complet. On a lancé un observatoire à 360 degrés et puis on met en place de plus en plus d'actions d'insertion par le sport. Pour illustrer le soutien au club, à noter que nous versons chaque année de plus en plus de la part du PSF au club, cette année 53%, et nous avons aussi réussi à atteindre la part des 43% versés pour la grande cause fédérale sur la féminisation. Une campagne de label de plus en plus fluide, avec des nouveaux logos et des nouveaux diplômes, grâce à la déclinaison de la marque. Les réseaux de clubs sont lancés de nouveau, à noter qu'on a un nouveau réseau du Ping Santé, tout à fait en cohérence avec la grande cause fédérale de l'année prochaine, 2026, la santé. Bravo aux régions qui ont déjà commencé à mettre en place des réseaux de clubs dans leur territoire, notamment Auvergne-Rhône-Alpes. Nous pilotons également, si ça veut bien fonctionner, voilà, les réseaux, les dispositifs donc d'insertion par le sport du Stade Verts-Emploi qui fonctionnent très très bien,
avec maintenant des stages de remobilisation comme à Saint-Paul-Cap-de-Joux en Occitanie, à Lille, à Hennebont, à Montluçon, etc. C'est une nouvelle manière aussi de mettre en place un nouveau modèle économique en étant directement en lien avec des entreprises et surtout d'être complètement en lien avec la fédération à mission. Nous soutenons enfin nos clubs et nos territoires grâce aux équipements et à l'emploi et à la mise en place aussi de volontaires en service civique dans les clubs, les comités et les ligues. On en avait 23 en 2022, on en a maintenant 80 en 2025 et on permet aussi grâce aux conventions de soutenir les 9,5 postes créés en territoire dans les ligues et dans les comités. Bravo pour tout ce que vous faites. Merci à toutes et tous. Comité, club, ligue, vous faites vivre le ping. Cécile, à toi. Alors, il paraît qu'il va falloir que je me dépêche un peu parce qu'on a dépassé le temps. Il me faudrait juste la slide d'après. Moi, je suis censée vous parler de la féminisation. C'est bizarre, Eric, que tu n'en aies pas parlé. Cette année, on travaille donc avec un nouveau partenaire, le Crédit Mutuel, qui nous a permis de proposer ça. Une étape de plus la semaine prochaine avec des grands témoins. Je pense notamment par exemple à Nicolas Barre qui partage avec des gens qui ont envie de féminiser notre sport, en tout cas qui ont envie de faire des actions dans les territoires. Donc on est là à leur écoute, on voit un petit peu ce qui se passe partout, les bonnes pratiques, mais aussi on donne quelques billes supplémentaires. Et donc la finalité des choses, ça sera les assises au mois de janvier. Et en 2026, on créera un guide des bonnes pratiques, on ne sait pas encore sous quelle forme, afin que tout le monde puisse féminiser aussi dans son territoire. Voilà, donc je pense qu'on va maintenant passer la... Non, je vais d'abord remercier l'équipe, merci beaucoup, merci pour votre travail de tous les jours, et j'adore travailler avec vous. Voilà. Donc je passe maintenant la parole à Isabelle et à Frédéric Imbert pour le pôle formation. Bonjour à tous. C'est un plaisir de vous présenter avec Isabelle. Je salue et je remercie tout le travail qu'on fait au quotidien pour porter le pôle emploi-formation. J'associe Bruno Bellet qui est dans la salle aussi, qui me challenge régulièrement pour porter un peu plus haut les projets. Vous savez, on sort de 2 demi-journées de travail de la Commission fédérale emploi-formation. Ça a été un moment riche qui a permis de montrer la richesse des projets que le pôle porte avec une équipe qui prend plaisir à travailler ensemble. Et au travers cette CFEF, suite à cette CFEF, vous êtes plusieurs dans la salle à être présents, je vais vous présenter 5 moments forts qu'on a vécus cette année. D'abord, on l'attendait depuis 2 ans, la première université d'été des formateurs. Un moment, je dirais, fondateur d'un réseau qu'on veut créer, d'une synergie qu'on veut créer avec l'ensemble des formateurs du territoire, la branche technique, la branche dirigeant, la branche arbitrage également. On a échangé sur une thématique, vous allez me dire facile, c'était l'intelligence artificielle qui fédère aujourd'hui. On a pu échanger sur notre pratique et on a aujourd'hui la volonté de poursuivre des projets et de les porter ensemble, comme par exemple, c'est la deuxième moment fort, la rénovation de notre filière fédérale. Le 15 décembre, Françoise, je sais que c'est un moment important, puisqu'on va lancer à la fois la FOAD, la formation à distance de l'animateur fédéral, la formation à distance de responsable des épreuves et de responsable des arbitres, et puis un questionnaire pour identifier les besoins des dirigeants. Donc là encore, vous le voyez, les 3 branches réunies. Autre moment important, c'est la semaine des métiers du ping. Un point de départ pour, Gilles, tu souhaites qu'on mette en valeur les métiers du ping, qu'on crée des vocations, qu'on donne envie à des jeunes pongistes, à des moins jeunes pongistes de s'engager dans le métier,
Donc la semaine des métiers du ping a réuni au travers des webinaires portés en partenariat avec la Ligue Centre Val-de-Loire. Je te remercie Adrien, je te remercie Romain. On a réuni plus de 200 personnes sur ces webinaires, une porte ouverte virtuelle avec l'ensemble des établissements et des ligues qui portent des formations, et un point de départ, je le disais, pour faire une campagne qui sera accentuée au mois de février sur les métiers du ping. Autre projet important, on parle d'emploi, on doit comprendre ce qu'est l'emploi en France, et au travers, on va s'inscrire dans l'Observatoire des pratiques porté par le pacte de Mallory, pour créer un observatoire de l'emploi, au travers Speed 2 Emploi qui fonctionne aujourd'hui, et on va avoir besoin de vous pour remplir les données de l'emploi en France. Vous êtes beaucoup parmi vous, par exemple, employeurs. Remplissez Speed 2 Emploi. Ça nous permettra de construire un observatoire de l'emploi, un diagnostic et puis d'affiner nos actions pour être au plus près de vos besoins sur l'accompagnement autour de l'emploi et de la professionnalisation. Enfin, dernière action, également qui montre notre volonté de renforcer le lien avec le territoire. C'est le catalogue des formations 2026 qui va sortir en fin d'année. Nous avons lancé une nouvelle procédure, une nouvelle démarche depuis juin, un appel à candidature. Notre catalogue de formation 2025, c'était 29 formations. C'est grâce à vous, 66 formations qui seront proposées en France sur l'ensemble des thématiques, la formation des entraîneurs, l'innovation, on parlait d'intelligence artificielle, le ping santé, Stéphane, tu en as parlé. Donc on aura dans ce catalogue une offre de formation plus large sur l'ensemble du territoire français. Voilà, vous l'avez compris, depuis quelques années maintenant, on travaille avec ce pôle sur la structuration pour renforcer. Il y a deux choses importantes dans ce que je vous ai dit, je pense. C'est la notion de réseau des formateurs et de lien qu'on peut créer avec vous, les territoires. Voilà, à toi Isabelle pour la conclusion. Merci Frédéric. Alors je remercie Frédéric déjà pour son investissement et le fait de mener à bien tous les projets de Pôle emploi formation. Ce que vous venez d'entendre donc, de la part de Frédéric montre une chose, c'est qu'on a lancé une dynamique. Nos priorités en fait sont simples et évidentes. Premièrement, c'est poursuivre la digitalisation des formations. C'est deuxièmement renforcer la formation des dirigeants, des entraîneurs, des encadrants, faire vivre l'observatoire, notamment l'observatoire de l'emploi. Quatrièmement, donc, c'est accompagner encore mieux les territoires avec un regard particulier pour les Outre-mer. Renforcer le réseau des formateurs, Frédéric vient de vous l'exposer. Notre ambition, en fait, c'est répondre aux besoins de formation de l'ensemble des acteurs de notre fédération pour accompagner son développement actuel et contribuer à la poursuite de sa croissance. À travers la CFEF et ses membres qui travaillent, et Frédéric vous en a parlé hier soir et ce matin, nous y avons travaillé sur pas mal de thématiques. Je leur adresse un grand remerciement. Bruno Bévélé, le vice-président de la commission emploi formation, donc je remercie aussi, mais tous les autres membres bien sûr, mais pas que. Je remercie aussi tous les acteurs de la formation dans les territoires, que ce soit dans les ligues, dans les comités, qui s'investissent au quotidien, toutes les semaines et tout au long de l'année, pour faire appliquer et proposer des formations et les décliner dans les territoires. Je pense qu'aujourd'hui, il faut donner sa place à la formation, qui joue un rôle important au niveau de la professionnalisation, et si on veut contribuer au développement et au maintien de la croissance de la fédération. Merci à tous. Mesdames, Messieurs, à mon tour de présenter le pôle marketing et communication. Tout d'abord, Pierre-Julien Thiebaud, qui est arrivé depuis moins d'un an à la Fédération de tennis de table en remplacement de Clément Chiron, qui a suivi son épouse, qui a une mutation professionnelle. Donc Pierre-Julien pilote maintenant de main de maître ce pôle.
Il nous vient de la fédération de judo, et donc il nous amène une expertise aussi assez intéressante. Adèle Bory qui s'occupe de toute la partie relations, marketing et partenariat, ce qu'on appelle l'activation, s'assurer que les contrats soient bien respectés avec nos partenaires, avec des enjeux évidemment que vous comprendrez qui sont forts. Quentin Henman qui est plutôt en relation avec le championnat pro, Étienne Huguenin, communication haut niveau et compétition. Si vous avez la chance de vivre les compétitions internationales de nos équipes de France, c'est lui qui est souvent derrière la caméra et qui nous fait vivre l'événement de l'intérieur. Corentin Lochon en communication institutionnelle, il est là, c'est lui qui nous suit partout et qui fait vivre les événements de la fédération. Valentin Rose, social media manager, toute la partie réseaux sociaux, une présence importante. Et puis Emmanuel Simon, qu'on ne présente plus, qui est un ancien de la maison, qui s'occupe de toute la partie maquette. Et on s'appuie également sur des alternants sur ce pôle. On en a parlé, le président en a parlé à plusieurs reprises, et vous pouvez voir le long de ce diaporama, des diaporamas, les différents logos en fonction des thématiques de la fédération. Donc, surtout 3 entités, un logo qui correspond à plutôt l'institutionnel, le haut niveau avec ce coq sportif, et puis également une marque sur la partie commerciale. Donc maintenant, vous aurez occasion de voir différents logos véhiculés en fonction des thématiques et de la communication de la fédération. C'est une marque forte qui a réalisé beaucoup de travail et qui est aujourd'hui récompensée, le président l'a dit, notamment à travers différents prix et qui valorise évidemment l'image de notre fédération. Bonjour à tous et toutes. Donc je suis Pierre-Julien Thiebaud. Moi je vais poursuivre en parlant des partenariats avec évidemment en premier lieu le Crédit Mutuel qui est présent aujourd'hui et qui soutient la Fédé sur ces 2 piliers finalement. D'un côté le soutien aux équipes de France qui apparaît sur le maillot de nos champions et puis bien sûr la fédération à mission en général et cette année en particulier tous les projets autour de la féminisation et avec leur aide financière on a pu réaliser tout ce qui vous a été présenté tout à l'heure avec le Tour de France, l'appel à projet, etc. Et puis l'année prochaine ce sera aussi autour du thème de la santé. Le site web on a mis une nouveauté 2025, mais je vous annonce qu'il va donc sortir, on a travaillé toute l'année dessus, et il va sortir au tout début de l'année 2026, donc vous l'avez présenté dans la dernière AG, on ne va pas vous le représenter, il ressemblera exactement à la vidéo que vous avez vue la dernière fois. Et donc il sortira, le but aujourd'hui c'est la première semaine, la semaine du 5 janvier, nous aurons un nouveau site web, et puis il y aura une deuxième partie, ce sera le site pro, qui lui sera updaté tout nouveau un peu plus tard. Un petit focus également sur la campagne de rentrée. Cette campagne est née à la sortie de la Covid pour relancer l'activité au sein de nos clubs. Et aujourd'hui, on n'a cessé que de continuer à développer cette action à travers un kit clé en main à destination des clubs, gratuit pour les clubs. Et depuis, il s'est bien développé avec différents outils de gestion pour les clubs, des goodies et différentes choses qui s'y trouvent à l'intérieur. Donc c'est toujours livré fin juin dans les clubs pour que les clubs soient prêts pour les différentes portes ouvertes. Et donc ce kit a l'avantage d'être personnalisé au nom de chaque club. Et donc il a vraiment pris plus que son envol. Sur cette année, 1288 clubs ont adhéré à cette opération. Donc une légère hausse par rapport à 2024. C'est 45% à peu près de nos clubs qui s'emparent de cette opération, pleine de succès et qui demande uniquement encore à se développer. Il y a également une boîte à outils numériques de cette même déclinaison graphique qui permet à chaque club et territoire de s'emparer de ces outils numériques, de cette même déclinaison graphique pour s'emparer sur leurs propres réseaux sociaux. Un dernier petit mot sur la nouvelle marque. On a livré également dans les ligues et les comités départementaux différents outils de communication. Et je me félicite de voir aujourd'hui que 9 ligues se sont emparées maintenant du logo, de la déclinaison
du logo de la fédération, et je crois de mémoire 23 comités départementaux, donc c'est plus qu'encourageant, sachant que je sais aussi que d'autres clubs, enfin d'autres comités veulent s'en emparer en début d'année 2026. En tout cas, merci pour votre adhésion à cette opération. Et donc cette nouvelle marque, aujourd'hui notre stratégie c'est qu'elle puisse vivre évidemment sur les réseaux, mais sur deux types de réseaux finalement, à la fois nos réseaux sociaux, ceux de la Fédé, où donc on a pris plus 13% d'abonnés en 2025, c'est un très bon chiffre et puis l'année n'est pas encore terminée, où donc on a fait en sorte d'updater tous nos visuels pour qu'aujourd'hui on a une vraie uniformité dans toutes nos prises de parole, une vraie uniformité graphique, ce qui n'était pas le cas avant, donc forcément c'est tout de suite plus efficace sur nos réseaux. Et puis sur nos emailing aussi, on a un nouveau logiciel CRM qui nous permet d'être en lien en direct avec vous et qui sera bientôt relié à la base Speed, ce qui nous permettra d'autant mieux cibler les envois de mails qu'on peut faire. Et puis cette nouvelle identité, et puis ce storytelling aussi de la fédération, notre objectif c'est aussi qu'ils vivent en externe, c'est-à-dire aussi sur les réseaux, sur les plateformes des autres, d'où la stratégie d'influence qui est de faire appel à des créateurs de contenu, comme lors du ping-pong contest ou de la vidéo YouTube qu'on a fait avec Fred Van Long, Duel de championnes, où on a mis en avant les filles de l'équipe de France. Tout ça, ça participe au fait que finalement, c'est pas seulement le ping qui parle du ping, mais c'est aussi des personnes qui ne parlent pas forcément du ping toute l'année, mais qui, grâce à nous et grâce aux collaborations qu'on met en place, parlent aussi du ping et font vivre et font évoluer et grandir notre marque. Petit focus sur les équipes de France, avec aujourd'hui un suivi hyper qualitatif. Moi, je suis très content de ce qu'on fait aujourd'hui. Vous avez dû suivre les vlogs, les vidéos qu'on fait chaque jour aujourd'hui pendant la Coupe du Monde mixte. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une seule fédé qui aujourd'hui soit en capacité de sortir un vlog de 10 minutes chaque journée d'une compétition internationale comme on a fait cette semaine. Donc je suis très content de ça. On a Étienne qui suit les équipes de France et qui travaille très très bien avec eux. Donc une couverture aujourd'hui qui est hyper qualitative sur nos équipes de France. D'autant mieux évidemment si elles gagnent des compétitions, c'est encore mieux pour nous. Un mot aussi sur les trophées du ping, donc la deuxième édition a eu lieu au moment de la convention de la fédération. Et donc ça permet de mettre en avant et en lumière ce qui se passe dans les territoires, en matière de développement, en matière de féminisation, en matière de fédération à mission, sport santé notamment. Et donc je suis assez fier d'avoir pu mettre en place cette soirée. Et donc une troisième édition aura lieu en 2026, où la priorité, je regarde le DTN, est d'avoir nos équipes de France à nos côtés. Donc on y travaille pour vous donner une date le plus rapidement possible. Et puis avant de passer la parole au pôle compétition, un petit mot sur nos deux compétitions, enfin les championnats de France et puis les playoffs. Je retiendrai quelques chiffres qui donnent un peu le vertige. Notamment plus d'1 million de téléspectateurs, pic d'audience sur la chaîne de l'équipe 21 pour la finale des championnats de France à Levallois. Ce sont des chiffres qui sont totalement impressionnants, je dirais même qui nous dépassent parfois. Et puis sur la finale des playoffs, il y avait également 76 000 personnes qui suivaient sur le lien RMC pour suivre également cette finale. Donc on continue évidemment de négocier avec ces chaînes. Ça nous donne de la force, de la puissance pour voir l'avenir, en tout cas on l'espère positivement. Voilà les quelques chiffres sur le pôle. Je évidemment tiens à remercier tous ceux qui travaillent au sein de cette équipe. J'ai une pensée également pour la commission des organisations qui nous accompagne sur l'organisation de la soirée du Trophée du Ping. Et j'ai une petite pensée pour Valentin Auberger qui travaille souvent à mes côtés. Voilà, merci en tout cas pour votre attention et à très bientôt. Je dis juste un petit mot sur le livre d'or que vous avez eu aujourd'hui. Donc je remercie Corentin, Valentin et Emmanuel qui travaillent d'arrache-pied aussi sur ce projet. J'espère qu'il vous plaira. Bravo. Merci Manu, tu as mis la barre haute avec tous tes chiffres là. Alors la compétition, le cœur de l'activité on va dire.
Je vais faire... tu peux revenir? Merci. Juste un petit rappel qu'au début du mandat précédent, il y avait 2 personnes au pôle compétition, hein. Franck et puis à l'époque Michel Brémond qui a été remplacé par Sarah. Voilà, et donc la montée en puissance de la fédération fait que nous avons recruté forcément un directeur des compétitions, en personne de Christophe ici, avec toute son expérience de joueur national, international et dans le monde du ping. Et puis donc nous sommes passés à 4 personnes à plein temps, donc Franck Saunier, que tout le monde connaît, responsable des organisations, des championnats de France, le championnat pro, beaucoup, lui prend du temps aussi. Sarah Biton qui donc elle gère toutes les compétitions nationales, et Marvin Hubert qui était dans un premier temps alternant je crois et qui maintenant donc est en CDI et chargé de mission sur le championnat pro. Et nous avons également une alternante en ce moment, Tessa, qui s'occupe beaucoup de la gestion administrative de tout ce pôle compétition. Je voudrais rajouter aussi que le pôle compétition travaille étroitement avec 3 commissions très importantes, pratiquement au quotidien, statut et règlement. Donc on se fait des cheveux, enfin moi j'en ai plus beaucoup, mais Franck non plus, mais on se fait des cheveux quand même. Et donc je remercie Elodie pour ça, j'y reviendrai après, en fin de présentation. La commission des organisations qui a cité Manu, avec Valentin Auberger, qui nous aide beaucoup. Là aussi on se fait un peu des cheveux, parce que j'y reviendrai après, les organisations c'est compliqué. Et puis la commission fédérale d'arbitrage, pilotée par Vincent, qui nous aide beaucoup avec cette commission, beaucoup de projets en cours et d'innovation. J'y reviendrai juste en fin de présentation. Je vais passer la parole à Christophe qui va vous raconter tout ce qu'on fait. Merci Fabrice. Bonjour à tous et à tous. Quelques chiffres d'abord qui vont me permettre de remercier les personnes avec lesquelles je travaille. Par exemple, la diminution vraiment hyper importante du nombre de reports de rencontres dans le championnat pro, qui est géré par Franck et Marvin. C'est dû au fait qu'on a proposé des blocs dates au club plutôt que des dates fixes. Remercier Sarah, puisque c'est elle qui gère l'homologation des tournois nationaux, internationaux et aussi les inscriptions au Critérium fédéral. Donc pour la première fois sur les tournois, on a passé la barre des 200, puisque 201 tournois ont été homologués. Et le nombre d'inscrits au Critérium fédéral, qui était sous la barre des 25 000, on approche aujourd'hui les 30 000. Le nombre d'équivalences de classement, ça demande énormément de travail aussi à Marvin, puisque quand les joueurs n'ont pas de classement mondial, il faut faire des recherches. Et donc il y a une forte augmentation liée aussi au nombre de mutations qui augmente. Alors les événements en fait internationaux qu'on a accueillis sur le sol français et qu'on va continuer à accueillir, le top 10 européen jeunes à Tours en 2025. Voilà, je salue Bruno, Fabien et puis Nicolas, qui sera en 2026 à Antibes, donc il te passe le flambeau Bernard. La candidature des championnats du monde en 2027 qui a mobilisé énormément de monde de la fédération, avec comme ambassadeur Jean-Philippe Gatien. Gilles en a parlé tout à l'heure. Le WTT Champions de Montpellier, donc avec les éditions 2025, sécurisé sur 2026 et des discussions, là encore Gilles en a parlé pour la suite à partir de 2027. Et puis c'est tout nouveau, l'attribution de 2 WTT feeder en France. Le premier qui aura lieu dans pas très longtemps à Lille, du 27 au 31 janvier, avec déjà 3200 places vendues, et puisque la billetterie a été lancée, et le deuxième à Hennebont du 20 au 24 mai 2026. Un petit focus sur Montpellier, puisque ça reste le tournoi emblématique en France, avec 43 000 billets vendus, ce qui est vraiment exceptionnel. C'est une augmentation de 5% par rapport à l'année dernière, alors qu'on était post-olympique. Donc chapeau aux organisateurs. Alors les organisateurs, c'est bien sûr la WTT, c'est en coordination la fédération, c'est l'agence partenaire, et puis c'est aussi le club de l'Alliance Nîmes-Montpellier. Il y a Steph ici que je salue, puisqu'il mène aussi des actions directement sur place. Donc c'est la première affluence mondiale hors Chine, puisque seul le Champions de Chongqing et le Grand Smash de Pékin sont devant. C'est 240 bénévoles mobilisés de main de maître par Sarah et Marvin, et puis voilà, des retombées presse, la célébration de l'équipe de France
et ce qui en fait un des WTT les plus aboutis, dixit les responsables de la WTT. En marge du WTT, il y avait des événements connexes, des side events, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, les championnats de France de ping VR, où la présidente de la Fédé internationale est restée une bonne trentaine de minutes à regarder, et où il y avait pas mal de monde, une étape du Tour de France Jeux 7 et féminisation. Et puis on a accueilli aussi un événement partenaire, et puis on avait accueilli les clubs de l'Occitanie, invité les clubs de l'Occitanie pour une rencontre et des échanges. Enfin, deux grands événements nationaux qui se sont joués à guichet fermé, les championnats de France à Levallois, voilà, et puis la finale de Pro Messieurs au Kind Arena. Bien sûr, 4 autres championnats de France, les championnats de France jeunes, donc Benjamin cadet et minime junior, le championnat de France des régions, les championnats de France vétérans, peut-être que justement Fabrice en dira un mot, et puis les 4 tours du critérium fédéral également. Fabrice, je te donne la parole pour les réformes. Des réformes, ouais. Donc vous voyez qu'on est quand même très actif, hein. Donc j'aimerais encore que ce pôle compétition il augmente un petit peu dans l'avenir aussi en RH. On verra. Un appel à la directrice. Je la regarde pas parce que. Voilà. Donc le championnat pro, la réforme est en cours, bien avancée, très avancée. Elle va être présentée au club dans quelques jours et sera présentée devant le Conseil fédéral au mois de janvier. Voilà. La mise en place du circuit de tournoi et de la course au point. Allez, je le dis pas pour ceux qui n'aiment pas l'anglais. Voilà, qui est pratiquement prête, va être lancée au printemps 2026. Voilà, avec les phases de développement informatique. Je parlais tout à l'heure de la commission d'arbitrage avec qui on travaille avec Vincent en étroite collaboration. Vous voyez qu'on upgrade un peu toutes nos compétitions, on met de la valeur et sportive et marketing dans nos compétitions. On a souhaité aussi upgrader un petit peu l'arbitrage de manière à ce que nos meilleures compétitions soient arbitrées par nos meilleurs arbitres. Voilà, c'est pas pour ça qu'on n'a pas besoin des autres, hein, mais donc avec la création de ce groupe turquoise où Vincent s'assure que ces arbitres sont formés et sont du niveau de nos grosses compétitions. Voilà. Et on n'oublie pas donc évidemment tout le travail sur les féminines, en collaboration aussi avec le groupe de travail sur les féminines et le pôle développement. Voilà. Donc on a en phase de test supprimé la N3 dames pour resserrer un petit peu le niveau, et on va faire une étude et voir ce que ça donne. Voilà, pour éviter que les filles se déplacent trop et qu'il y ait plus d'homogénéité dans ce championnat. Voilà, donc je voulais revenir juste sur le travail fait, et je les remercie, de la commission statut et règlement, avec beaucoup de membres qui sont ici évidemment, et sans qui on ne peut pas travailler, et qui nous aident beaucoup dans la réflexion, dans l'assouplissement surtout des règlements qu'on essaye de mettre en place, notamment chez les filles. Je remercie aussi la commission d'arbitrage, comme je l'ai évoqué là, qui aussi travaille sur un assouplissement du système, et notamment pour l'organisation de nos compétitions. Voilà, donc j'y reviens sur cette troisième commission, la commission des organisations. Vous savez, j'en profite que vous êtes tous là, on a toujours du mal à trouver des organisateurs, donc on essaye d'assouplir. Évidemment, dans les territoires, vous avez des problèmes de subvention qui diminuent, des problèmes de salles qu'il faut payer, l'arbitrage qu'il faut payer, et un problème de bénévoles. Donc on essaye justement d'assouplir tout ça avec Vincent sur l'arbitrage. Les subventions, je ne peux rien faire évidemment. On a quand même enlevé certains droits financiers pour organiser sur les championnats de France jeunes. Il n'y a plus les tables à acheter non plus. Donc on essaye d'assouplir. Et s'il y a des candidats aux organisations, n'hésitez pas au fil de l'eau, même de contacter la fédération en disant nous, on voudrait organiser dans 1 an, 2 ans, 3 ans. On va mettre un système en place pour voilà, recueillir tous les souhaits d'organisation et voir ce que l'on peut faire en fonction de nos règlements et de notre cahier des charges. Voilà ce que je voulais dire un petit peu sur l'avenir du pôle compétition. Je remercie bien sûr tout le monde, les salariés, les commissions, les territoires, les commissions sportives régionales avec qui
on travaille aussi pour œuvrer. Voilà, je vais passer la parole au pôle haut niveau et à Jean-Nicolas. Merci. Merci. Très difficile de passer en dernier. Il ne reste que 3 minutes. Vous m'en accordez 3 de plus et je vais faire le job. C'est la dernière présentation. J'espère que vous avez encore un petit peu d'attention et vous allez avoir quelque chose de sympa. Je vais essayer de faire ça pour vous tenir. Pour vous tenir avec nous. Donc les remerciements, j'en fais qu'un, c'est à mon président pour l'instant, on fait qu'un. À mon président qui souhaite que je le présente. Sans lui, je le remercie pour son accompagnement, son énergie et ce qu'il met comme engagement à chaque fois que c'est nécessaire. Alors, est-ce que ça va marcher ? Pour l'instant, je reste comme ça. Pas de présentation de l'ensemble, bien sûr, parce qu'il y a 32 personnes dans ce pôle haut niveau. Le pôle haut niveau, ça représente, bon an, mal an, 50% de l'effectif de la fédération, tous statuts confondus. Donc impossible, bien sûr, de les citer. Nous ne sommes en photo que ceux qui sont basés au siège et les pictogrammes pour ceux qui sont sur le terrain, dans les salles de ping, que je remercie. Là, le moment clé, enfin, le point saillant de cette année en 2025, c'est le recrutement de Jean-René Mounier, directeur de la haute performance, que l'on salue, et qui est alité aujourd'hui. Il n'est ni à Chengdu, ni à l'Assemblée Générale, il est en légère convalescence. Tout va bien, il va reprendre la semaine prochaine. Alors, ça fonctionne. On a passé 8 mois, les 8 premiers mois de l'année 2025, à imaginer notre nouvelle organisation de la haute performance pour créer les conditions et le modèle d'une organisation efficiente pour la haute performance. Donc ça prend, j'ai resté 1 minute dessus, même pas, ça nous a pris 8 mois. 8 mois parce qu'il y a 32 personnes derrière. Au moins 32 personnes, plus 80 joueurs, plus des entraîneurs de ligue, de clubs, etc. qui sont impliqués dans cette aventure. Et donc, on met en œuvre ça depuis le 1er septembre. Et c'est pour ça que j'ai choisi de vous mettre l'organigramme qui fonctionne depuis le 1er septembre. Parce que ça marque aussi ce qui s'est passé sur ces 8 premiers mois. Alors, à quoi ça sert ? Ouais, c'est bien. L'activité du pôle haut niveau, avant de parler des résultats. Bon, c'est quelque chose de très consistant, ça marche toute l'année. 49 semaines par an, minimum. 78 compétitions auxquelles nous avons participé. 31 stages organisés auxquels on a participé, 1058 inscriptions à l'année, donc il ne faut pas se tromper, c'est une machine à laver en mode continu, avec des obligations réglementaires qui sont différentes à chaque fois. Alors tout ça, ça sert à quoi, ces inscriptions, etc. Ça sert à avoir des médailles que je ne devais surtout pas décrire. Là, je vais vous montrer 2 choses sur ce tableau. La première chose, c'est la diversité et le nombre de compétitions auxquelles on doit participer. Plus de 20. Chacune avec leur logique, leurs règlements différents. Pour nous, leur objet. Elles poursuivent pas toutes le même objet. Et leur clash au niveau des dates. Leur conflit de dates. À quoi ça sert ? Ça sert à avoir 175 podiums, tout compris sur l'année qu'on a recensé. Mais ces 175 podiums, au bout du bout, comment on les distingue ? Ceux du bas, on les distingue parce que c'est des podiums qui nous permettent de préparer, qui nous permettent de bien nous classer pour obtenir des médailles ici, dans les compétitions qui sont dans les championnats d'Europe, les championnats du monde et les Jeux Olympiques. Il n'y a que ça qui compte. Et il n'y a que comme ça qu'on est considéré. Et si je vais plus loin, les compétitions ici, en rouge, elles servent à moyen terme à obtenir les résultats en haut. Et en fait, au bout du bout, il reste ça. Donc, vous voyez, 4 médailles en compétition de référence cette année. Alors, ça se traduit aussi, cette année 2025, elle a été marquée, ouais, merci, par évidemment des médailles, etc. Donc, le classement mondial des Français, c'est inédit. Je tenais quand même à vous faire une diapo sur ça. J'ai triché un petit peu, j'ai pas fait une top 100, j'ai pris le top 101. Ça fait 14 joueurs et joueuses. Vous voyez un petit peu cette densité. Je crois qu'un garçon, c'est inédit d'en avoir 10 dans le top 100. Évidemment, pour avoir des médailles, c'est plutôt dans le top 30 ou le top 20 qu'il faut les avoir, mais ça montre quand même quelque chose d'important sur le travail qui est fait par les collègues sur le terrain, par vous-même et par vos collaborateurs. Ça se traduit aussi par un classement des nations. Donc depuis les Jeux Olympiques, ou un petit peu avant les Jeux Olympiques, depuis Busan 2024, nous sommes dans le top 8 en filles et le top 4 en garçons. L'enjeu aujourd'hui, c'est de rester dans cette zone. Vous voyez d'où nous partons.
Et maintenant, nous sommes devenus une nation qui compte. Et il faut rester dans cette zone-là pour être compétitif pour les prochains Jeux Olympiques. Maintenant, je reviens sur les résultats majeurs. Je ne vais pas les rappeler, vous les connaissez aussi bien que moi. Mais par contre, je vais les mettre en perspective. Chaque résultat, chaque photo qui est sur les 3 prochaines diapos, c'est quelque chose qui est soit inédit, soit qui n'est pas arrivé depuis 25 ans. Voilà. Donc là, le top 16 européen, c'était 1997, et les championnats d'Europe, c'était 1998. Donc pour que vous mesuriez la valeur de ce qui a été obtenu. Sur les jeunes, en compétition européenne, nos filles juniors sont double championnes d'Europe, 2024 et 2025, par équipe. C'est jamais arrivé. Flavien est le premier champion d'Europe U21. Messieurs. Nos U13 sont nos premiers champions d'Europe U13, en mixte, etc. Et une petite mention spéciale, quand même, que vous notez, il y a beaucoup de filles dans cette diapo. Voilà, c'est notre réalité du moment, et c'est notre paradoxe aussi. On performe de manière très importante en garçons, en seniors, et aujourd'hui on performe de manière très importante en filles jeunes. Voilà. Et donc c'est un paradoxe, mais c'est aussi un espoir, parce que ça, en 3 ans, vous avez vu, hein, sur le M60, ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite. Merci. Alors si vous applaudissez, ça tombe bien, parce que dans la salle ici, il se cache au fond, il y a Damien Loiseau qui est derrière tout ça, qui finit un cycle olympique au 31 décembre sur cette mission. Il a conduit la performance jeune sur l'Olympiade précédente, et toutes les médailles en jeune, c'est lui qui les a managées, conduites, pilotées, avec toute son équipe, toute notre équipe. Donc si vous voulez... voilà. Et puis enfin, ce qu'on va chercher le plus dur, vas-y, parce que c'est la fin, il commence à être poussif, le plus dur, c'est-à-dire le mondial, le niveau mondial. Alors, les WTT, je me contredis, ce ne sont pas des compétitions de référence, mais quand on fait quand même 4 demi-finales ou finales sur 4 grands matchs qui regroupent les 128 meilleurs joueurs du monde avec 3 joueurs différents, et qu'il n'y a que la Chine qui l'a fait dans l'année, ça mérite quand même 25 secondes en assemblée générale. Mais ce qui compte à la fin et qui rentre dans l'histoire et qui est dans les tablettes, ce sont les 2 médailles de bronze au championnat du monde. Ça n'était jamais arrivé. Et là, on les a obtenues de main de maître dans un contexte très difficile, avec Alexis qui revenait de blessure, avec Florian et Esteban qui nous faisaient la compétition, qui ne participaient qu'en double. C'était les seuls joueurs de toute la compétition à n'être venus que pour les doubles. Donc c'est très très particulier, et à être, entre guillemets, aussi mal classé. En simple, pardon, excusez-moi. Voilà, donc ça je pense que j'espère, j'ai fini mon propos de présentation du pôle haut niveau, j'espère que vous en êtes fiers et que vous l'appréciez à sa juste mesure. On en est à la conclusion, encore 1 minute s'il vous plaît. Je vais conclure donc ce rapport d'activité 7 heures sur cette diapo, notre finalité à tous qu'on partage. Beaucoup de fierté que je dois exprimer ici de conduire cette équipe. Et donc moi mes remerciements ils sont simples, ils sont à tous, c'est plus simple, c'est plus direct, parce que vous avez tous contribué, et en particulier mon équipe. Vous avez vu en 5 minutes la difficulté de traduire ce flot et cette quantité et cette qualité de travail. Ils l'ont fait. Ils ont à peu près tous respecté le challenge. Bravo aux collègues. Quant au rapport du DTN, je vous rappelle, hein, il y a 1 heure, je vous disais, il y a le rapport du DTN. Vous l'avez vu, le rapport du DTN ? Non, il est intégré, c'est normal. On travaille tous de manière intégrée. Et donc, moi, ce que je voudrais vous dire à titre donc, personnel et en tant que DTN, c'est qu'aujourd'hui, j'exerce encore un nouveau métier, parce que j'en ai fait plusieurs de métiers dans ma vie. Pourquoi ? Parce que le contexte de travail est devenu différent. On est passé de 5,2 millions de budget à 11. On est passé de la 12e place à la 2e en garçon, de la 27e à la 4e puis 6e en filles. C'est plus le même métier. On travaille plus, mais dans de meilleures conditions.
Et on essaye de le faire avec un professionnalisme, je crois, qui est plus important désormais. Je crois que vous le vivez. Et pour moi, personnellement, c'est un véritable privilège d'être là devant vous pour vous raconter tout ça, parce que c'est quand même une sacrée aventure. Voilà, je vous remercie.